Bonjour et bienvenue dans Histoire et Gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie. Influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. L'histoire des mères lyonnaises s'inscrit pleinement dans l'histoire des mères de France, née après l'invention du restaurant dans le contexte si particulier des révolutions agricoles et industrielles du XIXe siècle. Comment sont nées les mères à Lyon, Pont-Aven, Royat ou au Mont-Saint-Michel? Pourquoi ont-elles disparu à l'aube du XXe siècle? Pourquoi n'ont-elles survécu jusqu'aux années 1980 qu'à Lyon, alors que partout ailleurs elles avaient abandonné leurs fourneaux aux hommes? Qui sont-elles? C'est cette formidable histoire des mères de France que nous allons vous conter dans ce podcast avant de plonger corps et âme dans celle des mères lyonnaises avec les plus célèbres d'entre elles, les mères Guy, Fillou et Brasier et leurs héritières. Intéressons-nous tout d'abord à l'avènement de ces mères un peu partout en France à compter de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans les campagnes, ce siècle fut marqué par l'application de la machine à vapeur au monde agricole. Couplée à l'usage croissant des engrais sur des terres remembrées, elle permit un accroissement de la productivité agricole. Le monde agricole passa d'une agriculture de subsistance, vieille de plusieurs siècles, à une agriculture capitaliste, où les surplus étaient vendus sur les marchés. Cette révolution libéra une partie de la main-d'œuvre paysanne, remplacée par les machines qui partit vers les villes et les grands centres industriels pour trouver du travail. L'exode rural était en marche. En effet, avec le développement de la machine à vapeur au début du XIXe siècle, suivi de celui du chemin de fer dans la seconde moitié de ce même siècle, poussèrent des villes nouvelles autour desquelles se développèrent des mines et des cités ouvrières pour extraire à la fois le charbon et le minerai de fer. Le premier était nécessaire pour alimenter les machines à vapeur et le second pour construire machines-outils, trains et voies ferrées. La croissance de ces villes fut renforcée par l'exode rural, l'immigration italienne et surtout par une forte croissance démographique consécutive au progrès de la médecine, de l'hygiène et de l'alimentation. On vit apparaître dans ces villes une riche bourgeoisie, une nouvelle société ouvrière et une classe moyenne faite de médecins, instituteurs et commerçants divers. Cette situation favorable stimula davantage encore la révolution industrielle en accroissant à la fois le nombre de producteurs et de consommateurs. Les mères naquirent de l'avènement de cette bourgeoisie. Dans les villes, l'ascension de la bourgeoisie lui permit d'employer une importante domesticité qui témoignait de sa richesse et de son statut social élevé. Travailler comme bonne ou cuisinière dans une maison bourgeoise était souvent le seul moyen pour les femmes venues de la campagne d'accéder à une activité rémunératrice et à une certaine indépendance. Mais dès 1880, on vit surgir une véritable crise de la domesticité. Travailler au service de la bourgeoisie n'était plus la seule solution. D'autres alternatives s'offraient à la classe ouvrière qui pouvait maintenant travailler pour l'industrie, le commerce ou la restauration. Par conséquent, il devenait de plus en plus difficile pour ces bourgeois de trouver des domestiques. Cette crise de la domesticité fut suivie par une crise de la bourgeoisie. Après la crise financière et économique américaine des années 1930, qui ébranla les économies du monde entier, la bourgeoisie, ruinée, connut une crise sans précédent. Les bourgeois n'étant plus en mesure de rémunérer leurs domestiques, furent contraints de licencier leurs bonnes et en premier lieu leurs cuisinières, qui étaient les mieux payées. Quelques années plus tard, en 1936, quand le Front populaire de Léon Blum concéda la baisse du temps de travail et les congés payés, cette crise de la bourgeoisie s'accentua. Elle libéra sur le marché une main-d'œuvre qui recherchait autonomie et ascension sociale. Certaines cuisinières de maisons bourgeoises congédiées se reconvertirent dans la restauration, alors en plein essor en raison du développement du tourisme lié à celui de l'automobile et du chemin de fer. Elles donnèrent naissance à un genre particulier de restaurants tenus par des femmes et devinrent des mères. Partout en France, les restaurants des mères virent le jour, là où le tourisme prenait de l'ampleur.
elles s'installèrent le long de la Nationale 6 et de la Nationale 7 en direction de la Côte d'Azur, mais également dans les villes fréquentées en masse par les artistes peintres comme Pont-Aven dans le Finistère, ou par les curistes venus prendre les eaux dans une station thermale comme Roya, au nord de Clermont-Ferrand. C'est ainsi que certaines mers marquèrent de leur empreinte l'histoire de ces villes de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. L'histoire retint quelques-unes d'entre elles, comme les maires Filloux, Brasier, Bisolo à Lyon, les maires Blanc, Bourgeois et Charles dans l'Ain, les maires Quinton et Gagnevin à Roya, la mère Maury dans la Drôme, la mère Baratero en Ardèche, la mère Gloanec à Pont-Aven, la mère Poulard au Mont-Saint-Michel ou la mère Pourcel à Dinan. La plupart de ces maires disparurent après la Seconde Guerre mondiale en raison de la masculinisation de la restauration et du machisme des cuisiniers qui rejetaient toute présence d'une femme en cuisine. Les cuisines, organisées en brigades par Escoffier sur le modèle militaire, ne pouvaient accueillir que des hommes, alors que les femmes restaient dédiées à la cuisine du ménage et de la famille. D'ailleurs, c'était pour cela qu'on leur avait donné le surnom de mères. Toutes les mères de France disparurent à l'aube du XXe siècle, sauf à Lyon, où elles se multiplièrent et survécurent jusqu'aux Trente Glorieuses. Mais ceci est une autre histoire que nous allons vous conter après la pause sonore. Dans le contexte économique du XIXe siècle que nous avons évoqué précédemment, Lyon avait une particularité, celle de vivre, depuis le XVIe siècle, de l'industrie de la soie. À la Révolution, ce sont 60 000 personnes, soit 40% de la population de la ville, qui vivaient de l'industrie de la soie. Cette industrie connut son âge d'or au XIXe siècle. Ainsi, les soyeux, les négociants de la soie, les banquiers et les commerçants engrangèrent de belles fortunes, leur permettant d'employer à leur service des domestiques et gens de maison. Parmi ceux-ci, des cuisinières préparaient les repas quotidiens et les dîners d'affaires sous la houlette de la maîtresse de maison. Ensemble, ils perpétuèrent une cuisine bourgeoise au fil des décennies. Cependant, le déclin de l'industrie de la soie a compté des années 1875 en raison des grèves des canuts, suivi de l'externalisation de cette industrie en dehors de la ville, ainsi que la crise financière et économique des années 1930 changea la donne, sinon en ruinant la bourgeoisie, tout du moins en restreignant drastiquement son train de vie. Les cuisinières de ces maisons bourgeoises furent congédiées et se reconvertirent dans la restauration afin de continuer à exercer leur unique savoir-faire, celui de la cuisine, et d'en vivre. C'est ainsi qu'elles emportèrent avec elles recettes et savoir-faire, sortirent cette cuisine bourgeoise des salons feutrés lyonnais pour la proposer au plus grand nombre dans leurs restaurants, donnant naissance aux fameuses mères lyonnaises. Celles qui avaient embelli la table des soyeux pendant un siècle pour mener à bien leurs négociations avec leurs clients les recevaient maintenant chez elles avec la même exigence de qualité. Certaines, comme la mère Filloux ou la mère Brasier, embrassèrent une cuisine de haut vol, faite de volailles demi-deuil, de fond d'artichaut au foie gras et autres quenelles sauce nantois, et donnèrent naissance à la cuisine gastronomique de tradition lyonnaise, celle que l'on retrouvera plus tard chez Paul Bocuse. Ces deux mères bénéficièrent d'une réputation internationale. La première par son succès lors des expositions internationales qui se tinrent dans la ville avant la Première Guerre mondiale, et la deuxième en raison de ses 13 étoiles Michelin obtenues en 1933. La mère Filloux forma la mère Brasier, qui elle-même forma pendant 50 ans plusieurs générations de mères qui essaimèrent dans la ville. D'autres cuisinières moins prestigieuses utilisèrent des prête-noms ou se marièrent avec des marchands de vin, tenanciers des anciens cabarets lyonnais devenus bouchons, et perpétuèrent une cuisine traditionnelle lyonnaise populaire, simple et bon marché, faite de cochonailles, abats et gras doubles, connue depuis comme la cuisine des bouchons. Mais on peut raisonnablement se poser la question suivante. Pourquoi les mères lyonnaises ne disparurent pas comme les autres mères de France? D'une part, c'est grâce à la reconnaissance de ces mères par les guides culinaires et à leur notoriété, parfois internationale comme celle des mères Filloux et Brasier, que la réputation culinaire de la ville s'installa. D'autre part, vu le poids de l'industrie de la soie et de la bourgeoisie lyonnaise, l'arrêt de cette industrie dans les années 1930 contribua à jeter à la rue un nombre tout aussi exceptionnel de cuisinières qui se maintinrent dans leur établissement grâce à une riche clientèle dont les revenus étaient issus de feu, l'industrie de la soie, réinvestie en industrie mécanique, chimique, pharmaceutique ou automobile. Les mères lyonnaises profitèrent également de la notoriété gastronomique de la ville, consacrée capitale mondiale de la gastronomie par Kurnowski en 1935.
Du soutien indéfectible de son maire Édouard Herriot pendant 50 ans que dura son règne, lui-même relayé pendant les 50 années qui suivirent par le soutien indéfectible du cuisinier le plus célèbre de l'univers, j'ai nommé Paul Bocuse. Voilà les raisons principales qui permirent à Lyon d'asseoir sa notoriété culinaire sur ses maires et de bénéficier de leur cuisine de tradition lyonnaise gastronomique ou populaire jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, toutes ces mères ont définitivement disparu. Les dernières, qui étaient au fourneau depuis 50 ans, ont pris une retraite amplement méritée en 2023. Il s'agit de la mère Josserand du boucheron Le Jura et de la mère Hugon du boucheron éponyme. Il subsiste aussi le restaurant emblématique de la mère Brasier, créé en 1921, dont la cuisine doublement étoilée ravit toujours les gourmets de la ville depuis 2008 grâce au chef Mathieu Vianney. Après la pause musicale qui va suivre, nous allons plonger au cœur des cuisines des trois plus célèbres mères lyonnaises. La mère Guy, la première des mères. La mère Fillou, la mère de la gastronomie lyonnaise. Et la mère Brasier, la plus célèbre des mères. La mère Guy fut la première des mères connues. Elle fut la mère des mères lyonnaises. Mais de quelle mère Guy parle-t-on? En effet, plusieurs mères Guy œuvrèrent dans ce restaurant du quai des Étroits, devenu quai Jean-Jacques Rousseau, à Lyon, dans le quartier de la Mulitière, et situé sur les berges du Rhône, puis sur celles de la Saône. La première mère Guy, qui vivait à la fin de l'Empire, c'est-à-dire dans les années 1810, était la femme d'un maçon qui avait un barco sur la Saône et pêchait à ses loisirs. Elle faisait d'excellentes matelotes aux passants, qui étaient nombreux les dimanches et jours de fête. Mais ce n'était qu'une guinguette, dont l'origine remonterait, paraît-il, à 1759. La mère Guy devint non seulement la première des mères lyonnaises, mais elle tint aussi l'un des premiers restaurants français, avant même que le fameux Mathurin Rose de Chantoiseau, considéré comme le premier restaurateur français, n'ouvrisse au restaurant de la rue des Poulies à Paris en 1765. Pour la petite histoire, cette même année 1765, un certain Michel Bocuse, ancêtre de Paul Bocuse, pêcheur sur la Saône, ouvrit lui aussi un petit cabaret à friture à Collonges au Mont-d'Or. Si la mère Guy est aujourd'hui considérée comme la mère des mères, ce furent ses deux petites filles, la Génie et sa sœur Louise Maréchal, alias Louison, qui donnèrent à ce restaurant sa splendeur, sa gloire et son renom un siècle plus tard. La vraie mère Guy, celle dont tout le monde parlait à Lyon, était la Génie. Personnage haut en couleur, au verbe facile, elle perpétua la matelote d'anguille de sa grand-mère et adjoignit quelques plats de sa confection qui contribuèrent à sa réputation dans les années 1870 comme l'anguille Louison, la mousse d'écrevisse bleuette, la truite farcie, la truite au bleu, les brochetons éclusières, la langouste Neubourg, la poularde mère Guy et le gratin aux queues d'écrevisse repris par le chef Fernand Point à Vienne. Son restaurant et surtout la qualité de sa cuisine attirèrent toute la bonne société lyonnaise, bourgeois et soyeux, qui aimaient dîner au flambeau et aux lanternes, et même l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, qui ne manquait jamais de s'arrêter déjeuner chez la mère Guy lorsqu'elle se rendait en cure à Aix-les-Bains. Le restaurant de la mère Guy figurait déjà dans le guide Johan de 1859, la référence française en matière de guide de voyage. Ultérieurement, le restaurant fut acheté par d'autres glorieux chefs de la cuisine lyonnaise, Durand, puis Charguereau, avant que Jean et Philippe Foillard ne reprennent l'établissement et le portent à son firmament avec 3 étoiles au guide Michelin de 1936 à 1939. La célèbre matelote d'anguille, spécialité de la maison depuis 1759, était toujours préparée sur commande. En 1939, le chef Roger Roucou arriva en cuisine et il prit la suite des frères Foillard le 26 mai 1944, jour du bombardement de Lyon. Il devint même président des Toques Blanches lyonnaises et fut reconnu par 2 étoiles au guide Michelin pendant une quarantaine d'années. Le restaurant de la mère Guy ferma définitivement ses portes en 1995. À la suite de la mère Guy, les mères lyonnaises façonnèrent un style de cuisine qui fit la gloire de la gastronomie locale. Mais la mère Guy resta pour toujours la première mère de l'histoire. Mais avant de quitter définitivement la table de la mère Guy, je souhaite vous conter une anecdote concernant la localisation de ce restaurant. En introduction, je vous ai indiqué qu'il était installé sur les berges du Rhône, puis sur celles de la Saône. Comment cela est-il possible? Comment le restaurant de la mère Guy est-il passé des berges du Rhône à celles de la Saône? En 1759, la guinguette de la mère Guy était située sur les berges du Rhône, avant de se retrouver, 80 ans plus tard, sur les berges de la Saône, comme par magie. En fait, la magie n'a rien à voir avec ce particularisme. Il faut se replonger dans l'histoire de Lyon. Quand l'ingénieur lyonnais Michel-Antoine Perrache,
entreprit des travaux gigantesques pour étendre la presqu'île en redirigeant le confluent du Rhône et de la Saône plus au sud, c'est-à-dire des remparts d'Enais à la Muletière. La guinguette, qui se trouvait sur le Rhône en aval de la zone de confluence des deux fleuves, se retrouva de facto sur la Saône, en amont de la nouvelle zone de confluence. Le projet de Perrache ne fut achevé qu'en 1839, en donnant naissance à un nouveau quartier gagné sur l'eau, baptisé quartier Perrache. C'est donc ainsi que le restaurant de la Mère Guy changea d'adresse sans pour autant déménager. Je vous invite maintenant à nous rendre rue du Quesne, dans le restaurant de la Mère Fillou, la mère de la gastronomie lyonnaise. La Mère Fillou est-elle la mère de la gastronomie lyonnaise ? Il n'y a pas un gastronome, pas un restaurateur, pas un amateur de bonne chair à Lyon qui ne connaisse le nom de cette cuisinière lyonnaise. Mais peu connaissent sa vie et le rôle qu'elle a joué dans la notoriété de la gastronomie lyonnaise. Françoise Fayolle, née dans le Puy-de-Dôme en 1865, apprit tout d'abord l'art de la cuisine pendant la dizaine d'années passées au service de Gaston Aymard, directeur de la compagnie d'assurance La France à Lyon, qui était l'un des meilleurs gastronomes de la ville. Son mariage avec Louis Fillou, marchand de vin de son état, fut l'événement déclencheur d'une longue carrière au service de la gastronomie lyonnaise. Elle s'installa avec son mari dans le bistrot que tenait son beau-père, au 73 rue du Quesne à Lyon. Rapidement, elle prit possession des fourneaux et remplaça les mâchons traditionnels du bistrot par ses spécialités apprises chez Gaston Aymard. Peu à peu, sa cuisine se mit en place et le bouche à oreille faisant son œuvre, les clients affluèrent pour savourer une cuisine humble, goûteuse, magnifiée par l'apport de truffes, foie gras et beurre d'écrevisse. La mère Fillou était l'archétype de la mère lyonnaise, qui apprit l'art de la cuisine chez un bourgeois, avant de se mettre à son compte en épousant un marchand de vin, car à cette époque, une femme ne pouvait avoir un restaurant à son nom. Son menu était ainsi constitué: potage velouté aux truffes, cul d'artichaut, foie gras truffé, quenelle au gratin aux queues d'écrevisse, poularde demi-deuil, langouste à l'américaine, fromage et glace pralinée. Toute sa vie, la mère Fillou servit cet unique menu, constitué de 4 ou 5 plats, mais des plats exécutés à la perfection, midi et soir, comme une partition de musique. C'est dans un court article paru le 14 novembre 1925 dans le quotidien Comédia, pour lui rendre hommage après son décès, que l'on apprend comment sa réputation s'est propagée à Lyon et à Paris. En substance, en dessous du titre « Le théâtre au secours de la mère Fillou », voilà ce que disait cet article. Lyon porte le deuil de la mère Fillou et chacun redit à son voisin la belle histoire de sa vie. En voici l'une des pages les plus aimables. Le restaurant de la rue du Quesne venait d'ouvrir ses portes. Les affaires marchaient peu ou prou lorsque la revue « Exposons tout », qui passa au Casino en 1914, parla abondamment de sa cuisine lyonnaise, du poulet demi-deuil, des spécialités savoureuses. La vogue vint. Le public envahit la salle de la Guillotière et Montcharmont la fit connaître au Coquelin, à la Grande Sarah, à Lavaillère, à Guitry, à Féine, à Lantelme, à tous ceux que l'actif organisateur appelait sur sa scène. Et comme les artistes possèdent des sans-voix de la renommée, le bruit se répandit bientôt qu'une dame fort aimable, aidée d'une pétillante médie, distillait des quintessences d'arômes et portait le plaisir du palais jusqu'à un siècle depuis longtemps perdu. Creusons un peu cet article. D'une part, la revue d'hiver au Casino Cursal, Exposons tout, dont la première se tint le 17 décembre 1913, intégrait un film muet, tourné dans les environs de la capitale des Gaules. L'originalité de cette revue était que les mêmes acteurs étaient propulsés de la scène du casino au cœur du film, qui proposait une course-poursuite en voiture dans les rues de Lyon. Cette revue, qui dépassa les 100 représentations, connut un triomphe. Elle vantait, entre autres, les spécialités de la mère Fillou, ce qui contribua grandement au succès de son restaurant. D'autre part, les acteurs et actrices célèbres de l'époque, Sacha Guitry, les frères Coquelin, Sarah Bernard et Geneviève Lantelme, qui se produisaient au Casino Cursal, rue de la République et au Théâtre des Célestins, dirigé par Charles Montcharmont, contribuèrent largement à la réputation nationale de la mère Fillou. Sa réputation nationale devint même internationale, grâce aux nombreux visiteurs et exposants étrangers qui fréquentaient la ville lors des expositions internationales de 1894 et 1914 et des foires de Lyon relancées à compter de 1917. Le plat emblématique de la mère Fillou était sa fameuse poularde demi-deuil. La recette de la poularde demi-deuil de la mère Fillou nous fut donnée par Mathieu Vary dans la cuisine lyonnaise en 1928. Je le cite. Choisir une belle volaille, de préférence de Louhan, bien grasse et tendre de 1800 grammes environ. La truffer
en lui glissant sous la peau des lames de truffe. Plier ensuite la volaille dans un linge fin et la ficeler légèrement. Mettre la volaille dans un bouillon de jarret de veau, poireaux et carottes et la faire bouillir 15 minutes. La laisser ensuite dans son bouillon pendant 20 minutes et la servir avec une pincée de gros sel. Mais il y a un secret, comme l'a dit Paul Duvivier, c'est d'en faire cuire 15 à la fois, au moins. Marcel-Émile Grancher, dans Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, ajouta « La volaille demi-deuil est la gloire de ce menu. Tendre, fondante, succulente, délicatement parfumée par les truffes, servie accompagnée de gros sel ou de cornichons. C'est proprement quelque chose d'admirable. » La légende raconte qu'en 30 ans, la mère Fillou aurait découpé peu ou prou 500 000 poulardes avec seulement 2 couteaux usés jusqu'au fil par la meule de pierre. Un travail exécuté par elle-même devant les clients. L'un de ces couteaux fut égaré et l'autre déposé au musée Escoffier de l'art culinaire à Villeneuve-Loubet. Enfin, la poularde demi-deuil de la mère Fillou survécut à l'usure du temps. Sa recette fut perpétuée par la mère Brasier au début du XXe siècle, avant d'être prise par Paul Bocuse de la seconde moitié du XXe siècle et par Mathieu Vianney au XXIe siècle. Enfin, rétablissons une vérité concernant cette volaille demi-deuil. Contrairement à ce que l'on peut lire dans les propos de certains journalistes, la mère Fillou n'est pas à l'origine de cette volaille demi-deuil. En effet, une recette de poularde aux truffes à la broche dans laquelle la truffe était courtisée entre chair et peau existait déjà au XVIIe siècle dans le nouveau cuisinier royal et bourgeois de Massialo. Grimaud de la Reynière mentionna aussi la poularde demi-deuil dans son manuel des Amphitryon en 1808. Et pour conclure, la première recette canonique de poularde truffée en demi-deuil apparut dans le Dictionnaire général de la cuisine française ancienne et moderne de Cousin de Courchamp en 1853, soit 12 ans avant la naissance de la mère Fillou. Elle n'a pas non plus inventé la volaille en vessie, cette volaille demi-deuil cuite dans une vessie de porc qui gonfle comme un ballon de baudruche à la cuisson et qui trône royalement sur la carte de l'illustre Paul Bocuse depuis 50 ans. La recette de la poularde truffée en vessie fut donnée par l'Étoile dans le Moniteur officiel des cuisiniers en mai 1874, alors que la mère Fillou n'avait encore que 9 ans. Kurnowski disait de la mère Fillou, elle est célèbre comme le maréchal Foch, comme Anatole France, comme Kipling, comme Charlot, comme Mistinguett. C'est une étoile mondiale, une bonne et brave femme de France et l'un des plus grands cordons bleus qu'il y ait au monde. La mère Fillou fut considérée comme la mère de la gastronomie lyonnaise. Son potage velouté aux truffes, ses culs d'artichaut au foie gras truffé, ses quenelles au gratin aux queues d'écrevisse et sa poularde demi-deuil firent la gloire de ses successeurs et de la gastronomie lyonnaise. Mais comme si cela ne se suffisait pas, elle engendra aussi l'une des plus grandes mères que le XXe siècle ait connue, la mère Brasier. En effet, la mère Brasier se forma chez la mère Fillou avant de s'installer rue Royale en 1921, de devenir en 1933 la première femme à obtenir 3 étoiles au guide Michelin et de régner sur la gastronomie lyonnaise jusqu'au milieu des années 1970. La mère Fillou mourut en 1925. Le guide Michelin lui décerna alors 2 étoiles. Les 3 étoiles n'existaient pas encore. Son restaurant fut repris par son gendre, Désiré Fréchin, qui obtint 2 étoiles en 1936 puis fut détruit dans les années 1950. Dans un article du magazine Lyon People de juin 2016, signé Jean-François Mesplède, l'auteur nous précise que les registres de l'état civil de la ville de Lyon portent la mention « sans profession » en face du nom de Françoise Fayolle. Et il ajoute « preuve évidente que les cuisinières ont mis du temps à gagner leur place au soleil ». Aujourd'hui, il reste de la mère Fillou une allée à son nom aux Halles de Lyon Paul Bocuse depuis 2017 et une plaque commémorative apposée au 73 rue du Ken par les Toques Blanches lyonnaises en 2020. Intéressons-nous maintenant à l'élève de la mère Fillou, la mère Brasier. Eugénie Brasier, plus connue sous le nom de mère Brasier ou tout simplement la mère, fut la plus célèbre des mères lyonnaises. Sa célébrité fut consacrée en 1933 quand elle devint la première cuisinière au monde à cumuler 2 fois 3 étoiles au guide Michelin pour ses 2 restaurants, rue Royale à Lyon et au col de la Loire à Pau-Lyonnais. Née en 1895 à Dompierre-sur-Vesle dans l'Ain, une famille de paysans, orpheline de mère à l'âge de 10 ans, placée dans des fermes pour garder vaches et cochons, elle devint mère célibataire à 19 ans. Foudrage, son père la chassa de la maison. Elle atterrit à Lyon comme employée de maison de la famille Millat, un célèbre fabricant de pâtes lyonnais où elle faisait tout, sauf la cuisine. Mais l'opportunité lui fut donnée de s'exercer à la cuisine un été à Cannes, en remplacement de la cuisinière attitrée.
Son gratin de macaroni et sa côte de bœuf à la moelle furent appréciés et une vocation était née. À la fin de la Première Guerre mondiale, elle fut embauchée chez la mère Fillou, comme plongeuse. Observatrice, elle capta l'essentiel du savoir-faire de cette mère et de ses plats emblématiques afin d'être en mesure de les reproduire plus tard. Elle travailla quelques années au fourneau de la brasserie du Dragon, rue de la République, avant de décider de voler de ses propres ailes. Voulant récupérer son fils Gaston, alors âgé de 7 ans et placé en nourrice, elle racheta, grâce à son compagnon Pierre Brault, qui se porta garant, un fonds de commerce en avril 1921 au numéro 12 de la rue Royale. À son tour, Eugénie Brasier avait emprunté les chemins qui menaient au statut de mère. Issue de la campagne, elle avait tout d'abord appris la cuisine chez un bourgeois, puis chez la mère Fillou, avant de se mettre à son compte, non pas en épousant un marchand de vin, mais en se servant d'un prête-nom, qui était l'autre voie pour qu'une mère puisse avoir un restaurant. Plusieurs événements allèrent lui permettre d'accéder à son tour à la notoriété et à la postérité. 3 ans après son installation, début août 1924, lors du Grand Prix automobile de France à Saint-Fond, l'équipe Speedoline, une marque d'huile pour voiture, partenaire du Grand Prix, lui commanda des plateaux repas pour les coureurs et mécaniciens de la marque. Émerveillé, le directeur de l'équipe, Serge André, le pilote monégasque Louis Chiron et toute l'équipe débarquèrent le soir même dans son restaurant pour dîner. Et pendant les années qui suivirent, la marque confia chaque année à la mère Brasier l'organisation d'un dîner de 200 personnes à Paris où le tout Paris se pressait. Avec ses volailles et ses quenelles, sa notoriété fut rapidement établie dans la capitale. 2 mois plus tard, le 25 septembre 1924, Kurnonski et Rouff arrivèrent à Lyon pour tester les bonnes adresses de la ville dans le but de rédiger l'édition lyonnaise de leur guide « La France gastronomique », dans lequel ils écrivent une première fois en 1925 « Lyon, nous n'hésitons pas à le dire, à l'écrire, à le proclamer, est la capitale gastronomique du monde ». Ils se rendirent immédiatement chez la mère Brasier pour découvrir sa cuisine. Ils ressortirent enchantés par ses quenelles au gratin et sa salade de foie de volaille et recommandèrent vivement ce restaurant en lui conférant tout de suite une place de premier rang dans la gastronomie lyonnaise. Ils racontèrent d'ailleurs une jolie anecdote à son sujet dans leur ouvrage. Alors qu'ils étaient à Paris, prêts à prendre l'autobus, ils furent hélés par Abel Fèvre, un peintre et caricaturiste lyonnais qui courait à côté de leur autobus en criant « Avez-vous déjeuné chez la mère Brasier ? Avez-vous déjeuné chez la mère Brasier ?» Et les auteurs de commenter « Ça, c'est la gloire !» Enfin, Édouard Herriot, maire de Lyon de 1905 à 1957 et gros mangeur, était passionné par la cuisine de la mère Brasier, son saucisson chaud, son poulet à la crème et son foie gras. La nouvelle se propagea très vite et l'affluence amena la mère à agrandir son restaurant. Il avait coutume de dire que la mère Brasier œuvrait davantage que lui pour construire la renommée de Lyon. En 1928, elle s'offrit un bungalow en bois sans confort à 20 km de Lyon au col de la Luère à Pont-Lyonnais pour se reposer. Mais les clients affluèrent avec poulards et quenelles sous les bras afin qu'elle les leur apprête à sa façon. De fil en aiguille, elle fit des travaux dans son bungalow et réitéra la même cuisine qu'elle faisait à Lyon, mais uniquement les week-ends, alors que son restaurant de Lyon était fermé. Mathieu Varille, auteur de La cuisine lyonnaise en 1928, dans lequel il recommandait le restaurant de la mère Brasier, se contenta d'écrire ces quelques mots. La mère Brasier, rue Royale, fut cuisinière de la mère Fillou. Je ne vous en dis pas plus, ce titre est suffisant comme référence. C'est dire ô combien la mère Fillou était estimée dans la ville. Alors que le guide Michelin n'avait encore jamais fait état des établissements de la mère Brasier, il lui attribua d'emblée 2 étoiles pour chacun de ses restaurants en 1932 et 3 étoiles l'année suivante. 3 étoiles qu'elle conserva pendant 6 ans. Le guide mentionna les plats emblématiques à l'origine de cette distinction. Terrine maison, fond d'artichaut, foie gras, volaille demi-deuil, mère Brasier, quenelle financière, quenelle au gratin, langouste belle aurore, gratin dauphinois, crêpes Grand Marnier au curaçao. En reprenant les plats de la mère Fillou, elle fut la première et la dernière femme à obtenir simultanément 3 étoiles pour ces 2 restaurants qui verraient affluer riches, soyeux et politiques, mais aussi célébrités du monde entier. Après la Seconde Guerre mondiale, son fils Gaston poursuivit l'aventure du restaurant de la rue Royale en conservant 2 étoiles jusqu'en 1972, alors que la mère se concentra sur le restaurant du col de la Luère. C'est aussi dans ce dernier établissement que Paul Bocuse arriva comme apprenti en 1946. Son fils Gaston
Décédant en 1974, cédant le restaurant de la rue Royale à son épouse Carmen, puis à sa fille Jacqueline, dite Jacotte, alors que la mère Brasier, fatiguée, vendit son restaurant du col de la Loire en 1975 avant de décéder en 1977. Elle laissa à l'histoire un restaurant, la mère Brasier, tenu aujourd'hui par le chef doublement étoilé Mathieu Vianney, une rue, une allée aux Halles de Lyon Paul Bocuse. Elle forma aussi quelques illustres cuisiniers et cuisinières, parmi lesquels on compta Bernard Paquot, qui obtint 3 étoiles à l'Ambroisie à Paris, André Guaran, dite Madame André, auréolée de 2 étoiles au Molière à Lyon puis à la Sauvagie à Tassin, et enfin Paul Bocuse. La devise de la mère Brasier était la suivante: émerveiller le regard, contenter le palais et satisfaire le gourmet. Il serait dommage de clore ce podcast sans rendre hommage aux innombrables mères qui œuvrèrent dans la ville de Lyon pendant près de 2 siècles. Certes, elles furent moins célèbres que les illustres mères Guy, Filloux ou Brasier, mais elles méritent tout autant notre considération. Au XIXe siècle, au temps de la mère Guy, une autre mère fit parler d'elle pour l'une de ses spécialités qui fit sa gloire. Il s'agit de la mère Brigousse qui officiait dans le quartier des Charpennes dans les années 1850. Spécialisée dans les enterrements de vie de garçons, elle proposait aux futurs mariés et leurs amis ces fameux tétons de Vénus, d'énormes quenelles en forme de sein enfermant un salpicon de queue d'écrevisse, champignons et truffes, accompagnés de sauce nantua. Au même moment, rue d'Algérie, près des terreaux, officiait la mère Bijan. La mère servait ses spécialités faites de sole au gratin, filet aux pommes sautées à la casserole de terre et d'épinards mijotés dans le jus. C'est chez la mère Bijan que Pierre Dupont, poète et chansonnier lyonnais, républicain convaincu, chantait ses nouvelles œuvres pour payer son écho. Peut-être a-t-il aussi chanté en ce lieu le chant des ouvriers, composé en 1846 et que Baudelaire qualifia de Marseillaise du travail. Son restaurant était fréquenté par le beau monde de l'époque. Ainsi, Louis Le Mercier de Neuville, journaliste, marionnettiste et chroniqueur, de passage à Lyon pour jouer ses pièces de marionnettiste dans les années 1870, se rendit chez la mère Bijan pour déjeuner et raconta: là-dessus, nous allâmes déjeuner chez Bijan, un dîner chaud lyonnais où nous trouvâmes messieurs de Laprade, Soulary, Tisseur, un aimable poète local, un causeur charmant qui était secrétaire de la Chambre du commerce et des peintres, Chenavard, le philosophe, et Appian, le coloriste. Là, on mangeait des tanches frites en buvant du Beaujolais sur des tables étroites, dans un local bas et sombre, mais éclairé par l'esprit et la gaieté des convives. Il n'y avait ni flafla ni dorure, mais uniquement 7 tables de chêne recouvertes de nappes blanches et des chaises paillées. Le restaurant, créé en 1845 par Jules Bijan, ferma définitivement ses portes en 1878. Au temps de la mère Filloux, alors que celle-ci régnait sur la gastronomie lyonnaise, une autre mère accaparait toute l'attention dans le Beaujolais à la Mure-sur-Azergue. Il s'agissait de l'Amélie. Elle servait des plats simples, saucissons du Beaujolais cuits dans son jus, andouillettes et poires au bouilli. Mais ce que retint l'histoire fut son extravagance. Elle faisait sa promotion au travers de cartes postales la représentant toujours dans des attitudes ou des tenues provocantes, debout sur une table ou sur 2 chaises. À la même époque, la première mère solidaire, la mère Bisolon, œuvrait à la gare de Perrache. Contrairement aux mères Guy, Filloux et Brasier, la mère Bisolon ne marqua pas de son empreinte la gastronomie lyonnaise, mais sa générosité légendaire envers les soldats pendant la Première Guerre mondiale lui valut le surnom de « Maman des poilus ». Cette Bressane arriva à Lyon vers 1890 avec son mari, cordonnier de métier, afin d'ouvrir un atelier dans le quartier de Perrache. Son mari décéda peu après son arrivée et son fils, Georges, fut tué en mars 1915 dans les combats du nord de la France. Désormais seule, elle décida de participer à sa manière au soutien du moral des troupes. Avec les moyens du bord, elle installa une buvette de plein air près de la gare de Perrache dans laquelle elle proposait gratuitement aux soldats en transit du café, du bouillon, du vin, du pain et surtout des mots de réconfort. Pour les soldats, chaque jour de plus en plus nombreux, elle devint l'incarnation de la Madelon et était considérée comme la maman des poilus. En septembre 1939, elle reprit du service et rouvrit sa buvette à Perrache à l'enseigne déjeuner gratuit du soldat chez la mère Bisolon. Malheureusement, elle fut agressée à son domicile par un inconnu le 29 février 1940 et décéda le 3 mars suivant à l'Hôtel-Dieu pour simplement quelques pièces. Elle laissa à l'histoire une plaque à Perrache, une rue
une allée aux Halles de Lyon Paul Bocuse et sa célèbre louche utilisée pour servir la soupe aux soldats, toujours conservée au musée Gadagne. Au temps de la mère Fillou, 2 autres mères firent parler d'elle, dans le département voisin de l'Ain, dont les restaurants étaient assidûment fréquentés par Édouard Herriot et les bourgeois lyonnais. Il s'agit de la mère Blanc et de la mère Bourgeois. La première mère, de son vrai nom Élisa Blanc, prit en main l'auberge familiale de son mari en 1902 pour proposer une cuisine bressane faite de beurre, crème, poularde, cuisses de grenouille, écrevisses et truffes. Elle créa les fameuses crêpes vonassiennes. Le guide Michelin lui décerna 1 étoile en 1929 et 2 étoiles en 1933. Elle fut sacrée meilleure cuisinière du monde par Kurdonski. Ce fut son petit-fils Georges Blanc qui reprit l'auberge en 1965 et obtint 3 étoiles en 1981. 3 étoiles qui brillent toujours sur le fronton de ce restaurant à Vonas en 2024. La seconde, Marie Bourgeois, racheta avec son mari en 1908 l'hôtel Forêt à Priez, à 60 km au nord-est de Lyon. Au menu, cuisses de grenouille à la persillade, riz de veau, rable de lièvre à la crème, gâteau de foie blond de volaille, omelette aux queues d'écrevisses, truite au beurre mousseux, île flottante aux pralines roses et le fameux pâté chaud de la mer. Elle fut la première femme couronnée par le Club des 100 en 1922, reconnue par 3 étoiles au guide Michelin en 1933, en même temps que la mère Brasier Fernand Point. Son restaurant était fréquenté par l'Agagan III et toujours par Édouard Herriot, qui était de toutes les bonnes agapes gastronomiques de Lyon à Paris. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle génération de mères, héritières des premières, vit le jour, parmi lesquelles la mère André, la mère Léa, la mère Pompon, la mère Jean, la mère Bigot, la mère Barbet et la mère Charles Amionnet. La mère André, formée chez la mère Brasier, obtint en 1948 2 étoiles Michelin pour ses 2 restaurants, le Molière et la Sauvagie. Elle reprit les clés du succès des mères Fillou et Brasier en inscrivant à sa carte la poularde de mi-deuil, le gâteau de foie de volaille, la quenelle Belle Aurore et le faux d'artichaut au foie gras. Pour la petite histoire, alors que Luis Mariano, le prince de l'opérette, jouait la Belle de Cadix au Théâtre des Célestins en 1952 avec Bourvil, Georges Guettari et Annie Cordy, il prit pension à la Sauvagie de la mère André. Il s'avéra qu'il dut quitter sa pension gastronomique car il ne rentrait plus dans ses costumes. Léa Bidot, plus connue sous le surnom de Mère Léa, venue à Lyon en 1938 après avoir appris la cuisine quand elle était au service de la famille Schneider au Creusot, ouvrit son premier restaurant rue Tupin, puis s'installa dans un petit café-comptoir à la voûte de la place Antonin-Gourjus en 1943, qu'elle rebaptisa Restaurant Léa. Elle régala les Lyonnais de paillassons de pommes de terre, de gratins de macaroni, de tabliers de sapeur, de poulet au vinaigre, de vin vieux, de canard au sang et de gigot d'agneau, enduits de moutarde, anchois et fines herbes, marinés ainsi 24 heures avant d'être rôtis au four. Elle obtint même une étoile au guide Michelin. Elle était connue autant pour sa cuisine que pour son caractère bien trempé. D'ailleurs, elle laissa à la postérité une belle image d'Épinal. Tous les matins, elle faisait son marché, quai Saint-Antoine, en poussant une charrette sur laquelle elle avait cloué un carton qui annonçait la couleur. Attention, faible femme, mais forte gueule. Après 37 ans passés derrière ses fourneaux, elle passa la main à Philippe Rabatel en 1980, chaudement recommandé par Paul Bocuse. Elle décéda en 1996. Son restaurant fut repris en 2012 par Christian Tête-Doigt avec l'enseigne Chez Léa, en souvenir de la mère, mais aussi pour rendre hommage à sa propre fille, prénommée Léa. Madame Dupont, surnommée la mère Pompon, connue pour son canard à l'orange, céda son bouchon de la rue Chavannes vers 1950 à une modeste ardéchoise, Marie-Louise Otelli, qui, considérant la mère Pompon comme une aristocrate de la cuisine, se contenta du titre de tante. Elle devint pour tous tante Paulette et son poulet à l'ail fit sa célébrité. Lucienne Barbet, alias la mère Barbet, œuvra au fourneau de son restaurant du 12 rue Pizet de 1936 à 1975. Elle fut qualifiée du plus caractéristique bistrot de la Mangeaille Canuse par Félix Benoît. Le midi, elle servait du boudin aux pommes, du sauté de veau, du bourguignon, de cœur de cochon, de la morue à la lyonnaise, mais le soir, la table s'embellissait de homards grillés et poularde à la crème. Au comptoir, le père Barbet, qui avait transformé la pompe à bière en pompe à vin, débitait les pots. En 1975, le bouchon fut repris par Henri et Arlette Hugon sous l'enseigne Chez Hugon, qui perpétuèrent jusqu'en 2023 la cuisine traditionnelle des bouchons lyonnais. Pour la petite histoire,
la mère Barbet était la grand-mère de Julien et Claude Barbet, deux cuisiniers lyonnais qui font toujours honneur à la bonne cuisine des bouchons chez les frères Barbet à Oulin et au Cep à Vourles. Il y eut encore la mère Vitet qui régala les gourmands pendant toute la seconde moitié du XXe siècle dans son restaurant du cours de Verdun à Perrache. La mère Vitet avait le sens des affaires et fit un coup de maître en ouvrant son établissement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le service était assuré par le roulement de 2 équipes, en salle comme en cuisine. La mère Vitet accueillait jusqu'à 500 personnes par jour et proposait ses plats inspirés des plus grands cordons bleus de la ville. Le gratin d'écrevisses, inspiré de la mère Fillou, l'escalope de saumon à l'oseille, inspiré des frères Trois-Gros à Roanne, la mousseline de cendre et le turbo en écailles de pommes de terre, inspiré de Paul Bocuse. Elle décéda en 1989. Rendons hommage à quelques autres mères afin que leur mémoire ne soit jamais oubliée. La mère Jean, installée rue des Marronniers en 1925, ainsi que la mère Biol, qui prit sa succession en 1960. La mère Bigot, rue Chavannes, Madame Camille, formée par la mère Bidot, qui resta 50 ans au fourneau du Bidon 5, rue Mercière, très fréquentée par Paul Bocuse. La grande Marcel, au fourneau du bar de l'Entraque, devenu chez Marcel, cours Viton. La mère Bouvier, qui obtint une étoile en 1951 et 1952 au Puy d'Or, à Limonest, avec ses écrevisses à la crème, sa volaille de Bresse aux queues d'écrevisses et son filet de sole au whisky. Elle était la grand-mère de Laurent Bouvier, champion de France de pâté-croûte et chef actuel de la Caborne à Limonest. Et enfin, le restaurant de la mère Charles à Mionnet dans l'Ain, repris par les parents d'Alain Chapelle, avant que celui-ci n'obtienne 3 étoiles au guide Michelin en 1973. Il reste une mère toute particulière à saluer. Il s'agit de Paul Castin, qui, arrivé d'Ardèche, s'autorisa à refuser un emploi chez la mère Brasé avant de s'installer à l'hôtel Beau Rivage à Condrieu, où elle obtint une étoile en 1956 et 2 étoiles de 1963 à 1988 lorsqu'elle se retira à 77 ans. Plus qu'une mère, elle était une véritable chef cuisinière qui proposait pourtant une cuisine digne des mères lyonnaises avec un point d'orgue, sa truite au bleu, sa quenelle de brochet, sa volaille en vessie et sa fameuse matelote d'anguille, comme la préparait déjà la mère Guy 2 siècles auparavant. Au XXIe siècle, les mères disparurent les unes après les autres, poursuivant en ce sens leur longue agonie amorcée dans les années 1980, laissant dans le meilleur des cas leur fourneau aux hommes et dans le pire des cas en mettant la clé sous le paillasson. 2 mères viennent encore de rendre leur tablier en 2023. Il s'agit de Brigitte Josserand, au fourneau du Jura depuis 1974, qui affichait clairement la couleur sur une ardoise. Pour les clients pressés, les plats peuvent être servis crus et froids, signé la mère. Et d'Arlette Hugon, aux manettes du bouchon chez Hugon depuis 1975, à la suite de la mère Barbet. Il ne reste donc dans la ville plus qu'une seule mère, Florence Perrier du Café du Peintre au Brotteau. Fille et petite-fille de mère lyonnaise, elle décline avec brio ses salades de lentilles et pieds de veau, ses harengs pommes à l'huile, ses quenelles lyonnaises, sa tête de veau et son gratin d'andouillette. Et voilà, nous arrivons déjà au terme de l'épopée des mères lyonnaises. Les mères lyonnaises ne sont plus. Elles auront marqué de leur empreinte la gastronomie de la ville pendant 2 siècles et installé des spécialités emblématiques, toujours d'actualité. C'est à elles que nous devons le sacre de capitale mondiale de la gastronomie par Kurnowski en 1935, bien avant que Paul Bocuse, formé par la mère Brasier et Fernand Point, ne transforme la vision de Kurnowski en faisant connaître la gastronomie française et lyonnaise dans le monde entier et en devenant le chef le plus célèbre de l'univers à la fin du XXe siècle. Un ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Gustav Heinemann, ne s'était-il pas exclamé en parlant de Lyon « Ah, Lyon, cette ville qui se trouve près de Bocuse, ça, c'est la gloire !» Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.